Son cri déchira la nuit. La douleur était insupportable. Il roula sur le sol, essayant désespérément d'éteindre les flammes qui dévoraient ses vêtements et sa peau. Mais les garçons ne l'aidèrent pas. Au contraire, l'un d'eux tenait son téléphone, diffusant la scène en direct. L'autre riait, observant son œuvre comme s'il s'agissait d'une expérience scientifique. Puis, ils s'enfuirent, laissant derrière eux un homme en feu. L'odeur de chair brûlée imprégnait l'air. Il réussit à arracher sa chemise, mais le mal était déjà fait. Son corps brûlait de douleur, sa peau se transformant en cloque et en plaie béante. Il tenta de ramper, mais ses jambes ne répondaient plus. Chaque mouvement était une agonie, jusqu'à ce qu'une femme, une âme bienveillante qui passait par là, se précipite vers lui. « Mon Dieu, tenez bon, je vais appeler une ambulance. Ceci est une histoire vraie. Cela s'est passé au Brésil. Le racisme est profondément enraciné dans le monde. Si cette histoire vous a touché, laissez un like et abonnez-vous pour d'autres récits. Poignants. » L'obscurité de la place n'était troublée que par la lumière jaunâtre des lampadaires. Le silence de la nuit embrassait la ville, tandis qu'un homme dormait dans le froid, son esprit engourdi par les médicaments qu'il prenait pour contrôler ses délires. Il n'entendit pas les rires étouffés, il ne vit pas les caméras allumées, il ne sentit pas le danger approcher, puis le bruit du verre brisé, le liquide inflammable touchant sa peau, les flammes rugissant comme une bête affamée. Son cri déchira la nuit. La douleur était insupportable. Il roula sur le sol, essayant désespérément d'éteindre les flammes qui consumaient ses vêtements et sa peau. Mais les garçons ne l'aidèrent pas. Au contraire, l'un d'eux tenait son téléphone, diffusant la scène en direct. L'autre riait, observant son œuvre comme s'il s'agissait d'une expérience scientifique. Puis ils s'enfuirent, laissant derrière eux un homme en feu. L'odeur de chair brûlée imprégnait l'air. Il réussit à arracher sa chemise, mais le mal était déjà fait. Son corps brûlait de douleur, sa peau se transformant en cloque et en plaie béante. Il tenta de ramper, mais ses jambes ne répondaient plus. Chaque mouvement était une agonie, jusqu'à ce qu'une femme, une âme bienveillante qui passait par là, se précipite vers lui. « Mon Dieu, tenez bon, je vais appeler une ambulance. » Les minutes semblèrent durer des siècles. Il voyait des lumières clignoter, des voix confuses, des sirènes, tout se mélangeait dans un tourbillon de douleur. Lorsqu'il ouvrit à nouveau les yeux, il était à l'hôpital. Des tubes reliés à son corps, sa peau couverte de pansements. La morphine atténuait la douleur, mais n'effaçait pas les souvenirs. Le feu dansait encore dans son esprit. Le lendemain matin, les journaux titraient déjà « Un sans-abri noir brûlé à 60% dans une attaque cruelle menée par des adolescents de la haute société. » L'indignation se propagea comme une traînée de poudre. La vidéo du crime devint virale et le pays regarda, horrifié, la cruauté des garçons. Une foule en colère se rassembla devant le luxueux immeuble où ils vivaient. Les caméras de télévision montraient des gens criant justice, exigeant des sanctions. Au milieu du chaos, un homme se distinguait. Le père de l'un des agresseurs, Dr. Henrique Vasconcelos, un dentiste renommé de la ville. Son visage était livide, ses yeux chargés de honte et de colère. Jamais il n'aurait imaginé que son fils puisse faire une telle chose. Il avait tout donné à Thomas, la meilleure éducation, toutes les opportunités. Comment avait-il pu commettre un acte aussi monstrueux? Il n'y avait aucune excuse. Aucune explication ne pourrait effacer ce crime. Lorsque les policiers arrivèrent pour arrêter les garçons, Henrique n'hésita pas. Lui-même livra son fils aux autorités. « Il doit payer pour ce qu'il a fait », dit-il d'une voix ferme, mais le regard brisé. Pendant ce temps, à l'hôpital, l'homme brûlé fixait le plafond blanc. Son corps n'était que chair à vif, mais la douleur la plus profonde était ailleurs, quelque part en lui, impossible à nommer. Pourquoi? Il n'était personne. Juste un homme sans repère, perdu dans son propre esprit. Il ne représentait une menace pour personne. Alors, pourquoi lui avait-on fait cela? Des larmes coulèrent silencieusement. Pas de douleur physique, mais de quelque chose de bien plus profond. Il ne voulait pas de vengeance. Il ne voulait pas de justice. Il voulait juste comprendre. Et peut-être que cette réponse, il ne l'aurait jamais. Thomas était en prison,
Mais sa captivité n'était pas seulement physique. Ce n'était pas une cellule ordinaire. En lui, les chaînes étaient plus lourdes, plus serrées. Les nuits étaient longues, et même dans l'obscurité de sa cellule, il voyait les yeux de l'homme noir, brûlés, défigurant à jamais sa mémoire. Le procès était déjà fixé, et l'accusation était claire. Tentative de meurtre, agression cruelle, torture. Ces mots, qui semblaient autrefois lointains, prenaient désormais une forme bien réelle, une réalité trop douloureuse à accepter. Il se sentait comme un monstre, et, à chaque visite de son père, ce sentiment s'intensifiait. Dr. Henrik Vasconcelos, un homme à la réputation irréprochable, s'asseyait à la table avec un regard vide, les mains légèrement tremblantes. Il ne savait plus comment regarder son fils. Comment justifier l'acte d'un adolescent qui, dans un moment de pure cruauté, avait détruit une vie? Et en même temps, Henrik se sentait impuissant. Il avait tenté de s'excuser auprès de l'hôpital, des médias, mais rien ne semblait apporter la paix qu'il désirait tant. Son propre reflet dans le miroir lui semblait étrangement étranger. « Mon fils, je ne sais pas ce qui t'est arrivé. » Les mots étaient lourds, comme s'ils s'adressaient à un inconnu et non à l'enfant qu'il avait élevé. Thomas, assis sur le lit de sa cellule, fixait le mur. Il comprenait ce que son père voulait dire. Mais cela ne changeait rien. Rien au monde ne ramènerait la paix qu'il avait perdue. Son ami, Ethan, était protégé par sa famille, une sécurité qui, pour une raison obscure, ne s'étendait pas à lui, comme si la faute lui revenait entièrement. L'écho des mots de son père résonnait dans sa tête. « Tu es perdu ». Il se souvenait de ces mots prononcés par l'homme noir, mais maintenant, ils s'appliquaient à lui avec une force écrasante. Il ne savait plus qui il était, ni ce qu'il devait devenir. Tout était flou. Pendant ce temps, dans la ville, l'indignation ne faisait que grandir. Des manifestations dans les rues, des débats enflammés, tout le pays semblait réagir à cet acte. Il était le symbole de quelque chose de bien plus grand, une société encore hantée par de vieux préjugés, une haine transmise de génération en génération. Le racisme, les inégalités, tout semblait s'être concentré en cette nuit funeste. Mais une partie du pays ressentait aussi une colère aveugle. Pourquoi n'a-t-il pas réagi? Pourquoi ne s'est-il pas battu contre eux? Pensaient certains. Le fait que l'homme noir ne se soit pas défendu, qu'il n'ait pas cherché vengeance, dérangeait. Plutôt que d'être vu comme une victime, il était perçu par beaucoup comme quelqu'un qui s'était soumis au mal. La haine qu'il suscitait ne venait pas seulement de la violence qu'il avait subie, mais aussi de la manière dont, d'une certaine façon, il semblait pardonner. Et, sans même le comprendre, il devenait une figure de discorde, un symbole d'une vérité que certains refusaient encore d'affronter. L'hôpital n'était pas seulement un lieu de soins physiques. Pour l'homme noir, désormais identifié, comme Samuel, c'était un champ de bataille. Ses cicatrices n'étaient pas que sur sa peau. Ses mains tremblaient lorsqu'il tentait de manger. Son esprit oscillait entre les flashs du passé et la souffrance du présent. Les effets des médicaments, les hallucinations, la honte d'être un homme sans abri, sans ressources, se mêlaient à la douleur des brûlures. Mais Samuel savait qu'il devait avancer. Il avait en lui quelque chose qui l'empêchait d'abandonner. L'envie de vivre. L'envie de prouver que sa vie, malgré tout, avait de la valeur. Pendant son séjour à l'hôpital, il reçut de nombreuses visites. Certains, comme la femme qui l'avait aidé, lui apportaient du soutien. Mais il reçut aussi des regards pleins de pitié, des paroles creuses de ceux qui ne voyaient en lui qu'une statistique, un fardeau, une victime de plus. Pour beaucoup, il n'était qu'un sans-abri, un homme insignifiant qui ne méritait pas qu'on parle de lui, mais ce n'était pas ainsi qu'il se voyait. Samuel savait qui il était. Il avait un nom. Il avait une histoire. Il n'était pas juste une victime. Lors d'une de ses rares visites, un journaliste lui posa une question avec une certaine hésitation. « Samuel, qu'attendez-vous de ce procès? Vous voulez justice? Vous voulez vengeance ?» Il regarda, et le reporter, la douleur sur son visage se mêlant à la sérénité qu'il tentait de maintenir. « Je ne sais pas ce que j'attends. Je ne sais pas si la justice guérira ma douleur. Mais je sais que je ne laisserai pas la haine définir qui je suis.
Si certains veulent que je sois une victime, ils seront déçus. Mais la vengeance, la colère, ça ne me sauvera pas. » Ces mots résonnèrent bien au-delà de son propre cœur. Ils furent diffusés à la télévision, discutés dans les foyers, partagés sur les réseaux sociaux. Peu à peu, ils changèrent la perspective de ceux qui, jusque-là, ne voyaient en Samuel qu'un visage brûlé, une existence sans importance. Son histoire, à travers sa souffrance et sa résilience, montrait qu'il existait peut-être quelque chose de plus profond dans l'humanité que la simple vengeance. Peut-être, juste peut-être, la véritable guérison passait par une chose essentielle, apprendre à voir l'autre comme un être humain, un égal, quelqu'un qui méritait lui aussi une seconde chance. Mais pour Thomas, la question restait en suspens. Il s'enfonçait dans un gouffre de culpabilité, cherchant des réponses qu'il n'était pas sûr de pouvoir trouver. Et avant le verdict final, il devait se poser une question simple, mais terrifiante. Qui suis-je après ça? Le tribunal était bondé. Des caméras de télévision s'alignaient à l'entrée, les journalistes se disputaient un espace, et toute la ville attendait le verdict. L'affaire était devenue un symbole de la brutalité d'un système qui divisait les hommes entre ceux qui avaient tout et ceux qui n'avaient rien. Samuel était présent. Son visage, marqué par les brûlures, était couvert d'un masque en tissu, cachant la plupart des cicatrices, mais ses yeux restaient visibles. Il ne reflétait ni haine ni colère, juste une fatigue profonde, celle de quelqu'un portant un fardeau que le monde ne comprendrait jamais. Thomas entra sous escorte. Il paraissait plus petit qu'avant, les épaules voûtées, la tête baissée. Ses yeux, autrefois pleins d'arrogance, étaient des vides. Sa mère n'était pas là. Elle n'avait pas eu la force d'affronter la réalité. Son père, le docteur Henrik, était assis au premier rang, impassible, mais son visage trahissait la douleur d'un homme qui avait perdu le contrôle sur ce qu'il aimait le plus. Le juge frappa son marteau. Le procès commença. La procureure fut impitoyable. Ce n'était pas un acte de rébellion juvénile, ce n'était pas une erreur irréfléchie, c'était une attaque cruelle, préméditée, motivée par la haine. Un crime qui ne peut être ignoré. Elle regarda Thomas droit dans les yeux, sa voix tranchante comme une lame. « Tu as filmé un homme en train de brûler vif, Thomas. Tu as ri pendant qu'il hurlait. Maintenant, dis-nous, as-tu des remords ?» Un silence écrasant tomba sur la salle. Le regard du garçon se perdit vers le sol. La réponse était évidente. L'avocat de la défense tenta d'argumenter que Thomas était un jeune influencé par son entourage, par son besoin d'acceptation, par son immaturité. Mais personne ne semblait convaincu. Pas même Thomas. Quand Samuel prit enfin la parole, la salle entière retint son souffle. Il inspira profondément, sa voix rauque et affaiblie par la douleur et les médicaments. « Je ne suis pas ici pour la vengeance, dit-il, ni pour punir. Je suis ici parce que je veux comprendre, et parce que je veux qu'il comprenne. » Il fixa, Thomas, le regard dans le sien, et le jeune homme sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Qu'as-tu vu en me brûlant? Un monstre, un rien. Tu as ri, mais maintenant tu pleures. Alors, dis-moi, gamin, qui est vraiment prisonnier? » Ici, la question flotta dans l'air, résonnant d'une manière à laquelle personne ne s'attendait. Et puis, pour la première fois depuis son arrestation, Thomas parla. « Je ne sais pas qui je suis. » Ses yeux s'embuèrent. Sa voix trembla. Et c'est là, devant un tribunal bondé, qu'il admit enfin la vérité qu'il avait fuie pendant tout ce temps. Il n'était pas fort. Il n'était pas un monstre. Il n'était rien. Et c'était là son plus grand châtiment. Le verdict tomba. Quelques jours plus tard, Thomas et Ethan furent condamnés à un centre de réhabilitation pour mineurs. Malgré la sentence, la société réclamait une punition plus sévère. Mais pas Samuel. Pour lui, la justice ne serait jamais totale. Sa peau ne redeviendrait jamais la même. Son corps n'oublierait jamais la douleur. Mais il avait quelque chose que ces garçons n'avaient pas. Il était encore un homme. Tandis que Thomas passait ses journées dans sa cellule froide, Samuel, lui, commençait sa reconstruction hors de l'hôpital. Avec l'aide d'ONG et de psychologues, il tentait de se reconstruire. Ce n'était pas facile. Ses cicatrices le faisaient encore souffrir.
Les regards dans la rue le poursuivaient encore, mais il avançait. Un matin, il reçut une lettre. Elle venait de Thomas. « Je n'attends pas ton pardon, mais j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de savoir comment avancer. Peux-tu m'aider ?» Samuel fixa la feuille pendant un long moment. La colère voulut s'emparer de lui, mais il la repoussa. Il prit un crayon et commença à écrire. Et peut-être, juste peut-être, cette histoire ne finirait pas dans la haine. Peut-être, au fond, le feu n'avait pas tout consumé. Peut-être, il restait encore quelque chose à reconstruire. À la fin, il ne reste pas seulement la douleur ou la justice, mais une question en suspens. Sommes-nous vraiment prêts à affronter qui nous sommes réellement? Donnez votre avis dans les commentaires et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires vraies qui méritent d'être racontées. Cette histoire doit être racontée. Laissez un like pour que plus de personnes puissent voir cette vidéo et partagez-la pour diffuser ce message. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune histoire qui doit être entendue.